Allez, c'est parti. On va décortiquer aujourd'hui un sujet, un vrai casse-tête pour beaucoup, mais super important, la fiscalité des cryptos en Israël. C'est le genre de sujet où la moindre erreur de compréhension peut vraiment coûter cher. Alors, on plonge dedans, sans plus attendre. Alors, la toute première question à se poser, c'est bien celle-là. Est-ce qu'il y a eu vente d'actifs crypto en Israël? Parce que si la réponse est oui, même pour une toute petite transaction, eh bien ce qui suit est capital. Vraiment. Parce qu'en Israël, les gains sur les cryptos, ils ne passent pas inaperçus auprès du fisc. Oui, il faut être super clair là-dessus. Le fisc attend son dû. L'idée que les profits faits sur les cryptos passent sous le radar, c'est fini. L'administration fiscale a des règles bien carrées et elle s'attend à recevoir sa part. Il n'y a pas d'exception. Alors, commençons par le début. Comment est-ce que l'État d'Israël voit les profits qui viennent des monnaies virtuelles? C'est vraiment le point de départ de tout. Eh bien voilà, c'est ça, le principe de base. Pour le fisc, vendre du bitcoin, de l'Ether ou n'importe quoi d'autre, c'est exactement comme vendre une action en bourse ou un bien immobilier. Le profit, c'est une plus-value, et donc, c'est imposable. Et le chiffre à avoir en tête, c'est celui-là, 25%. C'est le taux standard pour l'impôt sur les plus-values en Israël. Ça a l'air simple, non? 25% et c'est réglé. Mais, on s'en doute, c'est juste le début du voyage. Maintenant, on attaque un point crucial, une distinction qui peut absolument tout changer. C'est la différence entre être vu comme un simple investisseur ou comme un trader professionnel. Et les conséquences fiscales, elles, sont énormes. Alors, est-ce que ce taux est toujours de 25%? Ah, si seulement c'était aussi simple. La réalité, c'est que ce 25%, eh bien, ce n'est pas du tout une garantie pour tout le monde. Regardez, la différence est juste énorme. D'un côté, on a l'investisseur occasionnel, lui, c'est un taux fixe, 25% sur ses gains. Simple. De l'autre, le trader. Et là, attention, ces gains peuvent être considérés comme un revenu d'activité. L'impôt peut alors grimper jusqu'à 50%, sans oublier les cotisations sociales, le BTL et OMI qui s'ajoutent par-dessus. L'enjeu financier est colossal. Ok, mais alors comment le fisc fait la différence entre les deux? Eh bien, il regarde une série de critères assez précis, le volume des opérations, leur fréquence, est-ce que ça traite beaucoup et souvent? Il y a aussi l'expertise financière, le niveau de risque pris et bien sûr la durée de détention des actifs. Si on les garde très peu de temps, ça ressemble plus à du commerce. Si une activité coche toutes ces cases, ou plusieurs d'entre elles, bim, elle peut être requalifiée en activité commerciale, avec la fiscalité qui va avec. Bon, autre question super importante. Comment le fisc est-il au courant de tout ça? On va casser un mythe qui a la vie dure, celui de l'anonymat des cryptos. Oui, c'est le grand mythe. Beaucoup de gens pensent encore que les transactions en crypto sont sous le radar. Peut-être que c'était un peu le cas au tout début, il y a des années, mais aujourd'hui, c'est complètement faux. C'est une illusion. En réalité, le mécanisme est assez simple et bien rodé. Ça se passe comme ça. Quelqu'un envoie de l'argent de son compte en banque israélien vers une plateforme de trading. Première étape. À ce moment-là, la banque, elle, a une obligation légale de signaler ce mouvement de fonds au fisc. C'est automatique. Et puis, au moment de faire le chemin inverse, de retirer les gains, la banque peut carrément demander une preuve que les impôts ont été déclarés avant de laisser l'argent arriver sur le compte. Donc la trace est là, claire comme de l'eau de roche. On va maintenant parler d'un cas très particulier et assez complexe, celui des nouveaux immigrants, les Olim Hadashim. Eux, normalement, ils ont droit à des avantages fiscaux assez importants, mais avec la crypto, c'est une autre histoire. C'est vraiment la question à $1 million. Pour un Olé Hadash, la fiscalité des cryptos, c'est un vrai champ de mine. Chaque clic, chaque vente peut avoir des conséquences financières gigantesques. Et voilà où ça coince. Pour le fisc israélien, la crypto est un actif non tangible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'a pas de lieu physique. Et du coup, la fameuse exonération d'impôt de 10 ans pour les revenus d'actifs détenus à l'étranger avant de faire son alia, eh bien, elle ne s'applique pas forcément, ou en tout cas pas automatiquement. C'est un point de droit hyper débattu. Donc attention, l'avertissement est très clair pour les Olim Hadashim. Une seule transaction, qui peut sembler anodine, pourrait mettre en péril toute l'exonération fiscale de 10 ans. Le conseil ici est simple. Il est absolument vital de consulter un expert fiscaliste avant de vendre quoi que ce soit. La prudence est vraiment le maître mot. Ok, passons à la pratique. Une fois qu'on sait qu'il faut payer un impôt, comment on calcule le gain exactement? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut déduire pour optimiser un peu tout ça et faire baisser la note? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de choses à déduire pour réduire la base imposable. Évidemment, il y a le prix d'achat en faisant attention aux fluctuations des devises. Mais on peut aussi déduire les commissions des plateformes d'échange, qui sont souvent entre 1,5 et 2,5%. On peut aussi déduire les honoraires du comptable, de l'avocat, les abonnements à des logiciels de trading. Et chose très importante, les pertes déclarées les années d'avant peuvent aussi être déduites. Chaque shekel déduit compte. Un autre levier d'optimisation, et il est de taille, c'est le choix de la méthode comptable.
Il y en a deux principales. D'abord, FIFO, première entrée, première sortie. Ça veut dire qu'on considère vendre les cryptos qu'on a achetés en premier. C'est souvent la meilleure option pour des investissements anciens, genre un Bitcoin acheté en 2012. Et puis il y a l'IFO, dernière entrée, première sortie. Là, on vend les plus récentes. Ça peut être plus malin pour des investissements récents, pour acter des pertes ou des plus petits gains. Mais attention, et ça c'est vraiment le point crucial de cette partie, le choix entre FIFO et LIFO, il est définitif. Une fois qu'on choisit une méthode pour sa déclaration, on ne peut plus jamais en changer. C'est une décision à prendre une fois pour toutes, donc il faut bien y réfléchir. Allez, pour conclure, un rappel sur l'essentiel, l'obligation de déclarer. Est-ce que l'on risque si on ne le fait pas ? Et ça, il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Ne pas déclarer ses plus-values crypto en Israël, ce n'est pas juste un oubli, c'est une infraction pénale. Les risques sont bien réels, de lourdes amendes, et ça peut même aller jusqu'à une peine de prison. Donc, pour résumer, si on devait garder quelques règles d'or en tête, ce serait celle-ci. Premièrement, la crypto est imposable comme une plus-value, avec 25% comme base. Deuxièmement, la banque parle au fisc. Troisièmement, le cas des Olim Hadashim est unique et vraiment complexe. Quatrièmement, le choix de la méthode comptable, FIFO ou LIFO, est décisif et permanent. Cinquièmement, il faut penser à déduire toutes les dépenses possibles. Et enfin, et c'est le plus important, la déclaration est absolument obligatoire. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question qui regarde vers l'avenir. Pour l'instant, la crypto est vue comme un actif, mais la réglementation évolue sans cesse. Est-ce que cette frontière entre actifs et monnaie va finir par s'effacer? Et si oui, qu'est-ce que ça voudra dire pour toute la fiscalité des cryptos? Tout le système qu'on vient de décrire pourrait être mis à plat. C'est clairement le dossier à suivre dans les années qui viennent.